Ne dit-on pas que sans un système de transport efficace, aucune économie ne peut prospérer? Aujourd'hui, nous parlons transport, nous parlons moyens d'approvisionnement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Spotlight, votre émission qui met en avant les talents exceptionnels du continent africain. Aujourd'hui, je serai accompagnée de Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Dorine. Et nous avons l'immense honneur, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau aujourd'hui une figure très importante dans le secteur du transport au Colorado. Il s'agit de Monsieur Julien Kambla. Il a accepté de nous rencontrer et de nous raconter son parcours et son expérience. Bonjour, Monsieur Julien Kambla. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bienvenue sur notre plateau. C'est un honneur pour moi d'être invité sur votre plateau. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter, expliquer à nos téléspectateurs qui est Monsieur Julien Kambla et qu'est-ce que vous faites comme activité? Et en principe, Julien Kambla ne peut que se présenter en quelques mots. Moi, je suis issu d'une famille de 7 et mes parents, mon feu père, André Fondier, et maman, Jacqueline Fondier. Et derrière moi, j'ai 3 petits frères et 3 petites sœurs. Braves, des braves personnalités. Et en dehors de la famille africaine, comme on dit, je suis marié à ma jolie femme et brillante dame, Amy Kambla. Et dans notre mariage, nous avons 4 jolies filles, braves également. En bref, voilà la présentation en termes de famille. Et vous avez bien parlé du transport. J'ai fait dans le transport depuis fin d'année 2003. Donc aujourd'hui, ça fait environ 21 ans. Wow. C'est toute une vie, ça, sport. Wow. OK. Déjà, merci pour cette présentation. On peut sentir d'entrée de jeu que M. Julien est très famille. Maintenant, pour nos téléspectateurs assez curieux, si on veut parler de votre activité, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça consiste? Bon, le transport, c'est un domaine très vaste. Bon, moi, aujourd'hui, je suis un peu en termes de business. Il y a un secteur du transport où je me suis focalisé. Aujourd'hui, je fais dans le transport du pétrole brut, ce qui se fait des sites de raffinerie, des sites de pétrole. On transporte le pétrole brut des sites aux raffineries. Wow. Bon, maintenant, de côté, on fait aussi un peu de business. De l'autre côté, j'ai aussi un transport un peu plus vague, un peu plus le transport commun. Quand vous voyez les gros camions en route là, les 18 euros, bon voilà, j'ai aussi certains camions qui fonctionnent. Et qui font toujours dans le transport? Non, pas du tout. C'est un transport un peu plus général. Quand vous allez par exemple dans les grocery stores, à Walmart, King Soupers, bon voilà, on transporte. Wow. C'est excitant. OK. Mais je suis curieuse, comment vous êtes retrouvée dans cette industrie? Comment vous êtes retrouvée à choisir de faire dans le transport? Pour être honnête, Madame Kambla, au départ, ce n'était pas. Je suis entré dans l'industrie du pétrole juste par nécessité économique. Je m'explique. À l'époque, je me suis trouvé dans une situation au Colorado où pour parvenir à mes propres besoins financiers de tous les jours était difficile. D'accord. Et comme je vous ai dit par ailleurs, étant le premier d'une famille, c'est premier d'une famille, premier à la diaspora, premier tout. Quand vous faites le déplacement de l'Afrique pour les États-Unis, c'est comme si vous transportez toute une famille derrière vous. Donc, j'ai un ami, en principe, Vidal Zoyem, qui a fait dans le transport un peu avant moi. Donc, pendant qu'on échangeait,
où je venais de perdre mon travail, un travail qui me donnait un peu d'argent au Colorado. Il m'a conseillé en principe d'y aller, faire un peu d'argent, me faire une santé financière et ressortir en attendant. Exactement. Voilà, c'était un truc, au départ, c'était purement temporaire. Purement temporaire. Et je m'interroge, est-ce que vous avez eu besoin de faire une formation ou bien une certification pour pouvoir exercer dans ce... Oui, en principe, dans le domaine des transports, vous avez besoin de ce qu'on appelle communément des CDL, le Commercial Driver License. À notre époque, on partait encore s'asseoir en classe, on faisait une session de 3 mois, et après les 3 mois de cours, vous deviez partir au DMV, prendre un test, et après le test, vous devrez aller maintenant, un instructeur devait vous amener en route, et pour que vous puissiez lui montrer comment vous pouvez conduire dans le trafic. D'accord. Mais quand on parle de... Bon, c'est vrai que je n'y connais pas trop, mais le CDL, ça veut dire que c'est focalisé sur des camions? Exactement. Ok. Oh, 18 roues. D'accord. Bon, très intéressant. Mais jamais on peut revenir sur, vous avez dit transporter le pétrole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule votre journée? Est-ce qu'il y a des tâches particulières que vous voulez faire un matin? Je suppose il y a des check-ups qu'il faut faire sur les engins, sur la marchandise peut-être, je ne sais pas. Oui, bon, disons que tout commence par ce qu'on appelle safety dans tout travail. Quand vous commencez le matin, vous devrez d'abord vous rassurer que l'équipement que vous amenez sur le terrain est d'abord est adéquat à pouvoir faire une bonne performance sur le terrain en ce jour. Donc, bon, voilà, vous allez checker votre moteur, vous allez checker votre citerne, vous allez checker la fonctionnalité de votre citerne. Parce que dans le domaine des transports, ce n'est pas vous qui partez transporter, vous connectez juste vous connectez la citerne, votre citerne que vous transportez au site de pétrole. Il y a un moteur que vous démarrez pour que ça puisse transvaser le pétrole de la baril là où c'est localisé à votre citerne. Donc, c'est tout un processus, franchement, le safety est très important parce que c'est un domaine très dangereux. Beaucoup de gens, en effet, ont perdu leur vie sur les sites de pétrole. Ah, Les non. sites de pétrole sont des sites qui contiennent beaucoup de gaz, des gaz dangereux. Non, il faut faire très Il faut faire très, très attention. Ça commande à la façon avec laquelle dans le domaine du pétrole, vous devez vous habiller d'une façon. Ils ont ce qu'ils appellent les habits, ce sont les FR, dans le cas où il y a un incendie sur le site. Ce n'est pas comme un habit comme celui-ci. Si le feu prend, ça va. Exactement. Ce n'est pas trop flammable. Les chaussures, vous devez porter les chaussures aussi assez appropriées. Vous devez mettre les lunettes, vous devez mettre les casques. C'est vraiment... Et toutes ces mesures de sécurité, ça s'apprend lorsqu'on commence le boulot ou bien il y a une formation qu'il faut faire d'abord avant de pouvoir appliquer à ce type de... Bien sûr, quand vous avez votre CDL, en principe, si vous voulez, à partir du départ, il y a un test qu'on appelle HAZMAT. OK. Ce n'est pas obligé à tous les chauffeurs qui veulent conduire, par exemple, en route d'avoir cette certification. Ouais. Mais pour moi, je l'ai eu au départ, en fin 2003, quand j'ai eu mon CDL. J'ai dit, pourquoi pas? Bon, il y a tant de certifications dans le domaine du transport. Vous pouvez faire le HAZMAT, vous pouvez faire vous pouvez conduire ce qu'on appelle drive-in. Bon, quand vous voyez là, il y a les camions qui marchent en route là, qui délivrent à Walmart, qui délivrent à un super. Vous pouvez faire dans les travaux peut-être de construction. Il y a, comme ils appellent encore ça, les end-dump, qui portent peut-être des cailloux, qui retritent. Il y a aussi des gens qui portent des fers, vous allez voir en route. Ils appellent ça flatbed. C'est
carrément ouvert, vous pouvez voir ce que le chauffeur porte. Donc, c'est un domaine tellement vaste. Donc, pour rentrer au pétrole, la première certification que vous devez avoir, c'est le HAZMAT Certification. OK. Et dans ce domaine de HAZMAT, ils ont un peu plus de gouvernement un peu plus spécifique, puisque ça comporte beaucoup de risques et aussi de produits que vous transportez coûtent très cher. Et on ne veut pas que les gens qui ont fait généralement un background check. C'est ce qui élimine pour une bonne partie de la population à pouvoir acquérir à ça. Par exemple, si vous avez un felony, on ne vous donne pas le HAZMAT. Oui, si vous avez un felony, Déjà éliminé. il faut éliminer. Donc, D'accord. Très intéressant. Donc, Monsieur Kanga, aujourd'hui, vous êtes à votre propre compte, vous avez une entreprise, vous embauchez des jeunes, donnez-vous l'emploi. Mais je me demande, au moment où vous vous êtes lancé dans cette entreprise, dans ce projet, est-ce que vous aviez des craintes? Et si vous aviez des craintes, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer malgré les inquiétudes? oui, bon, comme dans toute chose, quand vous commencez, il y a des craintes. Et il y a beaucoup de risques, et il y a beaucoup de craintes, surtout quand vous mettez à votre compte. La crainte, c'est d'abord la crainte de l'inconnu. Quand vous vous lancez dans un domaine, c'est plus l'inconnu qui est le premier point sur lequel vous devez vraiment vous attarder. Et au moment où je le faisais, je pense que mon premier motivateur, la personne qui était près de moi, qui me disait « tu peux le faire, c'était ma femme. Elle m'a apporté une motivation inédite. Elle était toujours là, bon voilà, je crois en toi, tu peux, quel que soit ce que tu fais. Si les finances ne sont pas bonnes, je peux aller prendre notre boulot. Donc pour moi, c'était une motivation extra. C'est pour ça qu'on dit derrière. Ah bon, voilà, c'est cassé. Une grande femme. Bon, Ça, bon. c'est l'exemple parfait. Ah oui, oui, bien sûr, ma femme m'a vraiment beaucoup supporté dans ce domaine de transport. Ouais. Et ça, c'est l'inconnu. Maintenant, après, bon, voilà, quand même vous avez la motivation, il faut encore arriver sur le terrain, être capable je sais pas, de performer, comme on dit souvent. Donc là, en tant qu'une petite entreprise, vous avez à côté de vous beaucoup de grosses entreprises. Oui. Donc, vous avez un small business à côté de vous, il y a des grosses. Nous, par exemple, quand nous sommes sur le marché pour chercher les chauffeurs qui vont conduire pour nous, on a les difficultés qu'on rencontre. Bon, voilà, quand tu postes ton job, les gars te demandent qu'est-ce que tu veux. Vous n'offrez pas les mêmes avantages. Vous n'offrez pas la même format tactique que les grandes entreprises. Donc, c'est un autre challenge là. Et dans le domaine du transport, les chauffeurs ne sont pas les gens qui sont trop fidèles. Et vous lâchez du jour au lendemain. Vous pouvez embaucher quelqu'un aujourd'hui, travaille pour une semaine et dans 2 semaines, à la deuxième semaine, il ne se présente même plus. Ça. Parce qu'il sait qu'après ça, à côté de vous, il y a quelqu'un d'autre qui peut vous lui offrir le même emploi. Mais avec tous ces challenges-là, toutes ces difficultés, comment vous faites pour rester motivé après 21 ans? C'est quoi le secret? C'est quoi votre secret? Il y a d'abord un secret, je ne pense pas que ce soit un secret. Il y a d'abord la suivi de la famille. Vous avez une famille derrière vous. Oui. Vous avez une vie derrière vous que vous devez nourrir. Vous avez les enfants que vous devez élever. Vous avez les parents que vous devez prendre, qui dépendent de vous à notre âge aujourd'hui. Donc la motivation vient d'abord de la maison. Que faire des enfants? Que faire de l'avenir des enfants? On doit se battre. On doit se battre. C'est d'où, franchement, vient ma motivation de tous les jours.
Et je ne pense pas que ce soit un secret. Ouais, très intéressant. Tout à l'heure, on a parlé du pétrole, on a beaucoup parlé du transport du pétrole, mais vous avez mentionné aussi au tout début que vous transportiez d'autres produits. Euh, Comment s'est fait la transition? Parce que vous avez commencé avec le pétrole, c'est ça? Bon, disons qu'on n'a pas commencé au départ. On a commencé là, pour la petite histoire. Quand on commence dans le transport, je commence d'abord par transporter les produits de Walmart, Kingston Plus. Ça, c'était ça le début. C'était ça le départ. En principe, c'était ça le départ. Et j'ai fait, comme vous voyez, les camions qui conduisent en route, moi j'ai conduit en route pendant 1 an et demi. Oui. Donc j'ai fait la route j'ai fait tous les États-Unis, sauf les 2 États qui sont outre-mer, Alaska et comment vous appelez, Hawaï. Donc voilà, les 2 États fous, moi je n'ai pas, puisqu'on peut plus, on peut pas aller en route. Il faut en principe, donc dans tous les États aux États-Unis, j'ai transporté, et au Canada aussi, monsieur. Ouais. Mais je suis un peu curieuse. Lorsque vous étiez au Cameroun, est-ce que vous aviez eu à faire du transport avant d'arriver ici? Parce que quand on parle de transport, il faut rouler pendant la nuit, peut-être pendant l'hiver. Comment vous faites pour surmonter toutes ces difficultés-là? Et et puis ne pas toujours être avec sa famille parce qu'on est dans un autre état. Ce genre de choses. Comment? Oui, parlant du premier volet de votre question, au Cameroun, je n'ai jamais fait de transport au Cameroun. Mais par contre, quand je grandissais, mon grand-père, le père de ma maman, avait beaucoup de camions. Mon grand-père a 2 usines à café et dans les années, là, mon grand-père avait environ 17 camions. Donc, étant petit, je pouvais entrer dans les camions, là, jouer un peu comme tout enfant qui vit jouer dans les grands engins. Donc, le deuxième volet de votre question, par rapport au transport, comment gérer la famille. Quand moi, je travaillais en route, moi, je n'étais pas encore marié, j'étais un homme, Ah, d'accord. j'étais single. Mhm. Parce que là, ça peut être vraiment challenge de laisser sa famille partir. Donc, quand je travaillais en route, j'étais purement single, j'étais free. Et le troisième volet, comment manager le weather, comment les trucs, c'est difficile. Puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire. Ouais. Vraiment difficile. Pendant que moi, je travaillais en route, moi, j'évitais les endroits où, les états où il neigeait, pour être honnête avec vous. Ouais, c'est important parce que j'imagine conduire un poids lourd Oui, pendant qu'il neige, ça doit être extrêmement difficile. extrêmement difficile. Et un peu pour votre petite information, pendant qu'il neige, vous avez ce qu'ils appellent chain law. Donc, ça veut dire que quand il commence à neiger sur comment dire, sur certaines parties du highway, vous êtes obligé d'enchaîner vos ronds, de mettre les chaînes pour avoir mieux. Donc, Ah oui, j'ai déjà. ouais, OK. vous devez enchaîner ça. Et quand vous enchaînez les roues pendant la neige, on ne peut pas aller à plus de 40 miles par heure. Donc, pour moi, je me dis, au lieu de conduire comme ça dans la neige, c'est mieux de garer, attendre que la neige passe et vous continuez la route. Ouais, d'accord. D'accord. Vous êtes établi aujourd'hui au Colorado. Est-ce que vous avez toujours été au Colorado et pourquoi le Colorado? Par exemple, je sais que le Texas est l'État du pétrole. Pourquoi pas le Texas, par exemple? Là, le Colorado, pour moi, ce n'est pas le transport qui m'amène au Colorado. Donc, j'ai établi une base au Colorado avant le transport. Quand j'arrive aux États-Unis, la dame qui m'accueille, Madame Camilla, vivait au Dakota du Sud. Donc, je suis arrivé au Dakota du Sud en 2000, en septembre 2000. Donc, 3 mois après, je suis parti m'inscrire à l'université de South Dakota. Et j'ai fait la connaissance d'un ami somalien qui avait donc une famille au Colorado.
La ville dans laquelle nous vivions, au South Dakota, c'était une ville purement estudiantine. Donc on était environ 20 000 dans cette ville-là. 20 000. Et les Noirs à l'époque, dans cette ville, on les comptait au bout du doigt. On n'était pas plus de 20 Noirs. Donc, nous avons décidé, mon ami somalien Abdul, paix à son âme, je lui ai décédé, il avait une famille qui vivait au Colorado. Un an après, il m'a dit, hey, Julien, si tu veux, on peut aller rendre visite au Colorado. C'est comme ça que nous sommes venus. On a découvert la grosse ville. On a dit, ben voilà, qu'est-ce que nous faisons au village là? On a décidé de transférer ici. Nous avons décidé de transférer nos unités de valeur à CU et à DU à l'époque. Donc, c'est comme ça que je me trouve au Colorado. OK. Et vous n'êtes plus jamais parti? Oui, je ne suis plus jamais parti. Donc, pour revenir à votre activité, est-ce que vous avez des projets futurs d'expansion? Tout à l'heure, Kevin a mentionné le Texas, qui est l'État qui a qui a la plus grande production de pétrole. Est-ce qu'une expansion peut être au Texas ou dans d'autres États est envisageable? Ah oui, je m'excuse. Moi, je ne commence pas à m'excuser d'avoir laissé de voler de votre question. Pas de coupure. Le Texas, en principe, et le Texas et le Dakota du Nord, ce sont des gros champs de pétrole. Ah ouais. Ils ont des très, très gros puits de pétrole. Et c'est une expérience que j'ai eu l'amabilité d'obtenir. Je me rappelle en 2015, j'ai fait 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, dans les puits de pétrole de Texas. Parce que nos puits de pétrole ici, je peux dire, ça va être plus tard, on n'avait pas du volume. Donc, nous avons essayé ça. Les puits de pétrole, si je peux bien me le permettre, sont les endroits qui sont pas développés. Il faut qu'on le sache. Que ce soit le Texas ou bien que ce soit North Dakota. J'ai fait les deux. En 2015, je suis allé au Texas et en 2000, un peu avant le Covid, 2019, je suis allé au North Dakota aussi. J'ai fait l'expérience comme voilà, ce n'est pas un endroit où on peut franchement élever une famille. Les enfants ne peuvent pas s'épanouir dans ces zones-là. Et bien sûr, si vous allez dans ces zones-là, le revenu est colossal. C'est colossal, il n'y a même pas de doute. Mais souvent dans la vie, il faut savoir faire la balance entre la vie familiale et le revenu qu'on gagne. Parce que quand vous partez au travail et vous laissez votre famille derrière, il y a un manque qui se sent dans votre famille que vous laissez derrière. Quand bien même le revenu est gros. Moi, c'est là où, dans la plupart des cas, ma femme est un peu plus regardant là-dedans. Elle s'est dit, bon voilà, on n'est pas obligé d'avoir, je ne sais pas, un tout pendant qu'on manque quelqu'un d'autre dans la famille. Donc, c'est bon, c'est un peu plus ça qui me garde au Colorado en termes de production et pétrole. Pourquoi pas aller au Colorado, pourquoi pas aller au South Dakota, au Nord Dakota ou au Texas. Donc, on essaie de trouver un équilibre familial là où il n'y aura pas où l'argent dans le pétrole. Il faut et garder, élever la famille en même temps. Ouais, c'est très important, cette balance-là. Ouais. Et pour les jeunes qui vous regardent aujourd'hui, quels conseils pouvez-vous leur donner s'ils veulent devenir comme vous, c'est-à-dire que un entrepreneur ou transporteur dans le domaine du pétrole, dans tout autre domaine? Le conseil que j'ai toujours donné à mes frères ou bien à mes petits frères qui veulent peut-être se lancer là-dedans, moi je vous dis toujours que ce n'est pas la première des options parce qu'ils pensent que l'éducation dans ce pays est la meilleure. Quand bien même c'est une route que j'ai empruntée et je suis resté là-dedans, comme je vous l'ai dit au départ, ce n'était pas
Ce n'était pas un choix ou bien ce n'était pas une flamme en soi. L'éducation, c'est d'abord la meilleure. C'est pour moi. C'est maintenant, si vous ne voulez pas aller à l'école, peut-être c'est un autre moyen de bord. Et le transport, c'est un domaine. Pour vous lancer là-dedans, il faudrait que vous soyez capable d'être au four ou au moulin. Quand je dis au four ou au moulin, on dit souvent acquérir l'expérience dans le transport, c'est d'aller en route. On acquiert l'expérience en route. Quand on dit en route, ça veut dire vous quittez un matin, vous allez faire 3 semaines dehors, vous revenez, vous faites 3 jours à la maison, vous sortez, vous faites 3, vous apprenez beaucoup. C'est comme ça aussi que moi j'ai appris comment est-ce que le billing, comment ça se passe, comment on paye les transporteurs. Bon, j'étais un peu plus curieux. Quand j'étais en route, je pouvais voir, bon, voilà, aujourd'hui, je suis quitté des délais. Atlanta, combien est-ce qu'on a payé, combien est-ce que, donc je marquais, j'étais un peu plus curieux dans ce sens. Et quand j'ai fini avec le domaine de transport de la route, j'ai eu l'amabilité de commencer la compagnie ici au Colorado avec la défunte Copala, elle est décédée aujourd'hui. Donc, paix à son âme. J'ai commencé avec elle. J'étais un peu comme le directeur de ses opérations. Nous avons fait environ 6 ans ensemble dans le business. Mais malheureusement, la crise de 2008-2009 nous a mis out of business. Donc, pour moi, le conseil que je donnerais à un jeune, c'est avoir ce background, être discipliné et surtout, dans le domaine des transports, l'argent qu'on vous donne n'est pas nécessairement le vôtre. Si je donne le chargement à l'un de mes chauffeurs qui quitte de Denver à Atlanta, bien sûr, quand il finit le chargement, je dois faire le billing, on me paye. Là-dedans, il y a l'argent du carburant, il y a l'argent du chauffeur, il y a l'argent de l'assurance, il y a l'argent de tout ça. Il y a l'oncle Sam. Et il y a l'oncle Sam là-dedans. Donc, si vous n'êtes pas discipliné, vous allez croire que, bon, voilà, vous allez regarder votre compte de bancaire, ben, si la change, oui. Tu m'aimais. Donc, la discipline est de beaucoup là-dedans. Et franchement, discipline y est pour beaucoup. Ah ouais. Et je crois que il y a un volet de votre question que je omis tout à l'heure, c'était lequel, je crois. Non, je demandais juste si vous avez des projets futurs d'expansion, Voilà, des projets sur ailleurs ou expansion. Non, dans le domaine du transport, nécessairement, on n'a pas besoin d'être ailleurs. Parce que, comme je vous ai dit par ailleurs, j'ai les camions qui fonctionnent en route, les camions que je ne vois même pas. Donc, les chauffeurs, j'ai un chauffeur qui vit à El Paso et un autre chauffeur qui vit en Louisiane. Donc, ces camions, je ne les vois pas. Donc, je n'ai pas besoin d'être où ils sont pour pouvoir travailler avec eux. Ouais. Et en termes d'expansion, moi, la vision que moi j'ai, et je suis même un peu en retard par rapport à mes propres projets, puisque j'aurais souhaité moi-même me retirer d'abord de puits de pétrole en personne physique, puisque je le fais tous les jours, me sortir de ce domaine et pouvoir établir des structures fixes là où je peux seulement être en train de superviser les travaux que d'autres font. Donc ça, c'était un projet que j'avais en vue de réaliser en 2020. Mais la crise, la Covid, tout ça, là, il m'a eu mettre tout par terre. Mais c'est toujours quelque chose que j'ai en esprit. Et dans notre communauté, il y a quelque chose qui nous manquons, l'esprit de coopérative. Donc, quand on parle d'expansion, moi, je pense plutôt à la coopérative. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous manquons ça. Ça, il ne faut même pas le discuter. D'être plus grosses entreprises aux États-Unis sont des coopératives. Parler de coopérative, c'est-à-dire
travailler avec les autres. Voilà. Oh, La d'accord. coopérative, c'est en principe une structure que vous mettez en place et vous avez des partenaires. Comme vous voyez, vous avez structure, vous appelez d'autres partenaires, ils viennent et vous vous mettez ensemble, vous créez une coopérative qui, qui est une plus grosse boîte et qui a un support financier un peu plus subtil. Donc, quand vous parlez de coopérative, vous parlez de plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour créer une plus grosse boîte, toujours dans le même domaine ou bien dans... Toujours dans le domaine des transports. Toujours, toujours. Parce que quand je regarde à côté, quand on voit les grosses boîtes comme Swift, JB Hunt, Schneider, ce sont des coopératives qui ont plus de 35 000 camions dans les États-Unis. Wow. De 35 000 camions. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que moi, je veux aussi finir. Et je sais qu'autour de moi, j'ai beaucoup de mes petits frères qui me regardent et me disent que, mais quand est-ce que le tonton là va essayer de nous introduire un peu dans le business? C'est dans ce sens-là que moi, je veux vraiment finir, pouvoir être capable de laisser quelqu'un d'autre qui pourra peut-être le lendemain prendre le relais. D'accord. En tout cas, vous avez tous nos bénédictions afin que demain l'entreprise ait aussi 35 000 et pourquoi pas plus de camions. Alors, nous sommes vraiment, une fois de plus, nous sommes très honorés, très ravis que vous ayez accepté notre invitation. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça, les mains vides. Nous avons une petite surprise. Oh, j'adore la surprise. Même si ce n'est pas grand-chose. Oh, Merci, vraiment. Nous souhaitons le meilleur pour vos entreprises. Et il faut dire que nous sommes très ravis de voir un Africain, qui plus est un Camerounais, tenir un business surtout aussi longtemps. Ici, en Amérique, on remarque que les Américains s'en sortent beaucoup dans l'entrepreneuriat, les Asiatiques, tous ces autres continents. Il est temps que l'Afrique émerge aussi, donc vous faites notre fierté. Une fois de plus, merci. Et j'aimerais ajouter une autre chose. Je ne sais pas si on peut lancer un appel aux téléspectateurs Afrique Spotlight, si peut-être qu'ils sont intéressés à participer à cette coopérative, parce que je pense que c'est une très bonne initiative. Ainsi, on peut regrouper des personnes motivées qui ont vraiment envie de réussir. Ce serait... Oh, bien sûr, bien sûr. Comme j'ai dit, ce sera un plateau ouvert comme le vôtre. Hein. Quand nous avons ouvert les portes aujourd'hui, ici, franchement, honoré et me sens flatté de faire partie de l'un des premiers invités sur vos plateaux. Ça me va tout droit au cœur. Ça me laisse savoir que la petite entreprise que j'ai mise sur pied peut faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre demain. Et d'autres Africains peuvent servir de mon exemple pour peut-être plus prospérer et pour avoir quelque chose de plus grand. Merci. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, vous avez suivi avec moi le brillant parcours de notre guest du jour, M. Julien Kamgan. Nous avons appris beaucoup de lui. Tout d'abord, nous avons appris l'importance de l'équilibre familial. Nous faisons ainsi une dédicace à cette brave dame, Madame Kamgan, qui a toujours été derrière son cher époux pour l'encourager et le motiver afin qu'il puisse tenir durant tous ces 21 années de business dans le pétrole. Nous avons également appris de lui l'importance de la résilience. Il est venu du Cameroun, il n'avait aucune notion dans le domaine du transport, mais il a bataillé comme un lion indomptable pour pouvoir trouver une place dans ce pays qu'est les États-Unis. Nous avons enfin appris de lui l'importance de la discipline. On peut être successful, on peut faire des millions, mais il est très important de rester discipliné pour pouvoir conserver ce patrimoine. Alors, très chers téléspectateurs, nous espérons que ce parcours a inspiré plus d'un
Et si vous voulez écouter d'autres histoires plus inspirantes, d'autres success stories, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Spotlight. Sur ce, nous vous disons merci et à très bientôt. Au revoir.